Juste deux petits mots. Mutré nous a demandé, à Arthur Degrave et moi-même, il se présentera après bien mieux que je ne le ferai, de trouver trois startups qui pouvaient représenter un intérêt en matière de services, de produits, de disruption dans l'univers de la santé. Alors, la gageure sur les trois, c'est qu'on aurait pu en trouver 5000 et il a fallu en sélectionner trois. Donc on a sélectionné ces trois-là. En fait, on a fait une proposition à Mutré et Mutré a sélectionné ces trois-là. Je vais les passer rapidement en revue. Donc Arthur Degrave de WeShare va faire une introduction générale sur ce qui se passe dans le digital, l'économie collaborative et comment ça interroge ou pas les valeurs mutualistes et réciproquement. Justine Soquet de Dinseo se présentera après. Julien Renaud de Wizaz et Jérôme Iglesias de, alors là c'est de l'anglais, alors moi je suis très nul, My Health Quality, je suis très nul, MS Quality. Ils vous expliqueront ce qu'ils ont. Leur gageur, c'est en 10 minutes de vous donner envie d'aller les rencontrer après, et pas de vous expliquer en détail ce qu'ils font, mais surtout d'aller les rencontrer après, puisque c'est après, dans les espaces qui seront là, que tout se passera. Et je passe tout de suite la parole à Arthur. Merci Christian. Oui, un petit mot. Allez-y. Je suis toujours là pour la logistique. Alors, petite annonce, le code Wi-Fi pour accéder au Wi-Fi, c'est Mutré 2016 pour ceux qui veulent se connecter. Et par ailleurs, on a un hashtag dont vous pouvez réagir, poser des questions, commenter tout ce que vous entendez et voyez sur Twitter. Et le hashtag, si je ne dis pas de bêtises, c'est Mutré Rencontre. Mutré Rencontre. Voilà. Désolé. Non, mais c'est essentiel d'annoncer le hashtag. Du coup, je vais essayer de ne pas raconter n'importe quoi. Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, alors, tu disais que j'allais faire une introduction un petit peu générale. Générale, oui, mais non exhaustive. Alors peut-être quelques mots, je vais peut-être me présenter pour commencer. Alors je m'appelle Arthur Degrave, je fais partie des cofondateurs du collectif WeShare qu'on a créé il y a 4 ans et qui est un think tank un petit peu particulier, une communauté internationale aujourd'hui qui compte environ 5000 membres dans le monde, de gens qui réfléchissent et qui promeuvent de nouvelles formes, de nouveaux types de modèles économiques, de nouveaux types de modèles sociaux. Ce qu'on a appelé à un moment donné économie collaborative. Vous connaissez sans doute le terme, vous en avez entendu parler. Alors je vais peut-être commencer par vous expliquer pourquoi tout cela nous a intéressés à la base. Qu'est-ce que tu en penses, Christian, ça? Oui, On va faire comme ça, hein. Voilà, je vais parler de moi. Donc bonjour Arthur. Donc WeShare, en fait, on a créé ça il y a à peu près, donc un petit peu plus de 4 ans maintenant. En gros, on voyait émerger ce qu'on allait bientôt appeler économie collaborative. On parlait aussi d'économie du partage. Il y a plein de termes un petit peu en vogue, hein, l'âge de la multitude, l'économie pair à pair. Enfin, il y a tout un ensemble de concepts qui décrivent un petit peu la même chose. À savoir qu'en gros, dans le sillage de l'économie numérique, les gens peuvent il y a une espèce de recalibrage des modes de production de valeur. En gros, auparavant c'était pas très compliqué, tout se faisait au niveau de l'organisation et le numérique par la désintermédiation qu'il faut relativiser, mais je vais attendre un petit peu pour relativiser, mais la désintermédiation qu'il rend possible permet effectivement de remettre un petit peu, de recalibrer un peu, de rebattre un petit peu les cartes et de redonner du pouvoir aux individus face aux organisations. Donc c'est ça qui fait que vous avez des gens qui se connectent entre eux et qui vont commencer alors ça a commencé par la musique, typiquement des gens qui échangeaient des fichiers musicaux et qui se sont retrouvés à mettre sur la paille les majors et les géants historiques de l'industrie musicale. Aujourd'hui, en fait, on vit un petit peu la deuxième phase de ce phénomène-là, c'est-à-dire que tout ce qui était cantonné auparavant dans l'économie numérique arrive dans l'économie réelle. Et c'est ça qu'on a appelé économie collaborative. En fait, l'économie collaborative, c'est rien de plus que des gens, des particuliers qui se connectent entre eux. Alors, on va voir que ça, c'est pas innocent, hein, ça se fait pas tout seul, cette connexion entre particuliers, mais pour consommer. Donc, c'est ce qu'on appelle la consommation collaborative. Vous connaissez sans doute les systèmes comme Airbnb, Blablacar, en gros tout ce qui permet de se connecter à d'autres particuliers comme vous et de mutualiser des ressources, une ressource particulière. Ensuite, ça permet aussi de financer. C'est-à-dire qu'on vous pouvez mettre en ligne un projet et le faire financer par la foule. C'est ce qu'on appelle le crowdfunding ou le financement participatif. Il est également possible que ces particuliers s'assemblent, se mettent en réseau pour produire. Alors là, je sais pas, là c'est un petit peu plus embryonnaire comme mouvement, mais c'est ce qu'on appelle le mouvement des makers, la fabrication digitale, les Fab Labs.
C'est tout un courant assez actif, et bien sûr de partager de la connaissance avec des systèmes comme Wikipédia. Donc à l'époque, quand on voit arriver tout ça, on se dit c'est super. Tout cela est porteur d'un nouveau modèle de production de valeur, mais aussi finalement peut-être d'un nouveau modèle de société. Et ça nous enthousiasmait. On avait 25 ans, on était un petit peu naïf sans doute. Et effectivement, vous verrez que, enfin, je pense qu'il est il est indéniable qu'aujourd'hui, quand on évoque les noms d'Uber, d'Airbnb, on pense plus forcément à une espèce de nouveau monde formidable qui est en gestation, mais on pense aussi au danger, au risque. Il y a quelque chose de presque anxiogène aujourd'hui quand on entend le mot d'économie collaborative. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors, en fait, je dirais que ce phénomène, qu'est-ce qui a rendu possible cette économie collaborative déjà? C'est le fait qu'en fait le numérique enfin, fait baisser les coûts de transaction et du coup il est beaucoup plus facile de se connecter avec quelqu'un, avec un simple particulier. Avant ça prenait du temps, avant ça coûtait cher, enfin, c'était extrêmement lourd de former un collectif, de former une organisation. Aujourd'hui effectivement les moyens technologiques dont on dispose nous permettent assez facilement de faire des collectifs. Alors, vous voyez où je veux en venir, on voit effectivement, on peut légitimement se demander si on rentre dans une espèce de nouveau moment mutualiste. Est-ce que finalement, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, euh, de par l'économie, de par le développement et la généralisation du numérique, est une espèce de nouveau moment mutualiste, comme ce qu'on a connu en fait à la fin du 19e siècle. Il y a des gens comme Nicolas Collin, inspecteur des finances bien connu, également cofondateur de The Family, qui vont jusqu'à dire que l'économie collaborative, en fait, n'est rien de plus qu'une généralisation à l'ensemble de l'économie des principes du mutualisme. C'est-à-dire que pour lui, en gros, malgré les coûts d'organisation, les coûts de transaction extrêmement élevés, à une certaine époque, on a été capable de les dépasser parce qu'on voulait se prémunir contre les risques de l'existence, les principaux risques. Et en fait, aujourd'hui, ce qui se passe pour lui, c'est qu'on est en train de se prémunir contre des risques qui sont sans doute moins importants ou des nouveaux types de risques. Donc, c'est-à-dire plus seulement la vieillesse, la maladie, ce genre de phénomène, mais des risques un petit peu moindres, genre le risque de ne pas détenir une voiture. D'une certaine façon, on peut le penser en termes de risque, et donc on s'assure contre ce risque en s'adonnant à l'autopartage sur une plateforme. Donc voilà, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, enfin, tout ce qui s'est passé avec l'économie collaborative, finalement, c'était une façon de dire l'interconnexion fonde un nouveau modèle économique basé sur la pollinisation et va nous amener un nouveau modèle social un petit peu plus libéré, un petit peu moins rigide, un petit peu moins, et moins défaillant. Parce que n'oublions pas que cette économie collaborative, elle explose littéralement post-2008. Donc c'est une économie de crise qui se met en place et qui se pose un petit peu comme une alternative, comme les lendemains qui chantent de l'après-crise, si vous voulez. Alors je pense qu'aujourd'hui, on en est arrivé à une forme de crise de conscience. Tu gardes le timer, hein, Christian, tu me dis. Oui, tu m'arrêtes. Hein, quand, ah bah quelle autorité, ça ne m'étonne pas. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est rentré de façon générale dans l'économie collaborative, mais également dans l'économie numérique, dans une phase de crise de conscience, dans une phase de prise de conscience, pardon, mais face aux externalités négatives potentiellement générées par cette économie de plateforme. C'est-à-dire que ce qui nous semblait fantastique, à savoir nous dire on va pouvoir sortir du salariat parce qu'on va tous devenir intermittents en travaillant de façon un petit peu éclatée sur telle ou telle plateforme, finalement remet en cause mais les bases de notre modèle social, à savoir le salariat, les bases des modes de redistribution de valeur dans notre économie et le fondement même des mécanismes de solidarité qui se sont structurés depuis tout au long du XXe siècle. Donc quand on parle d'Uber aujourd'hui, c'est synonyme de précarisation, d'attaque, enfin de mise à bas de la solidarité nationale, tout simplement parce que les travailleurs Uber ne sont pas des salariés, comme vous le savez. L'économie de plateforme pose tout un ensemble de questions en termes de fiscalité. Airbnb, aujourd'hui, est aussi remis en question pour l'impact qu'il peut avoir sur les villes, parce qu'il y a certaines villes qui s'Airbnbisent, ce qui est un peu paradoxal, puisque la promesse était un petit peu l'inverse. La mairie de Barcelone est en guerre ouverte contre Airbnb aujourd'hui. Bref, en gros, on se retrouve à un moment où l'économie de plateforme semble presque plus prédatrice que le capitalisme traditionnel, alors que la promesse originelle, c'était un petit peu l'inverse. Donc effectivement, on est sorti de cet âge un petit peu naïf et on se rend compte que la première génération de plateformes n'a pas forcément tenu toutes ces promesses. Alors je pense qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent qu'en fait, on est tous en train de sortir, le monde de la technologie, le monde du numérique est en train de se réveiller d'une espèce de sommeil un petit peu dogmatique, qui venait en fait d'une espèce de mantra qui était dans leur tête depuis très très longtemps, à savoir qui consiste à dire que la technologie c'est quelque chose de neutre. Sauf que la technologie évidemment n'est jamais quelque chose de neutre. La technologie elle est toujours créée par quelqu'un dans certains contextes social, culturel, linguistique, économique. Elle est porteuse de valeurs, la technologie.
Et le problème, c'est que la technologie aujourd'hui, le monde de la technologie est en train de se le prendre de face. Je vais vous donner quelques exemples. On sait que Google a la capacité de façonner votre champ mental parce Google a une telle connaissance de vos préférences, de qui vous êtes, qu'il est capable de vous cibler du contenu, de cibler du contenu absolument sur mesure pour vous. Facebook fait la même chose et je ne sais pas si vous avez entendu les différentes réactions. Alors là, on est en plein dans l'actu. Face à l'élection de Donald Trump, Facebook se pose des questions sur son rôle dans l'élection de Trump. C'est-à-dire que vous avez tout un florilège d'articles qui sont parus disant en gros, il y a eu 60 millions de personnes qui ont voté Donald Trump, je n'en connais aucune. Tout simplement parce que la logique de l'algorithme Facebook, c'est de vous envoyer du contenu dont il pense que ça va vous plaire, de vous suggérer des relations dont il pense qu'il y aura du matching entre vous, que ça va bien se passer. En gros, l'algorithme de Facebook a tendance à créer des bulles, à vous enfermer dans des bulles. C'est totalement paradoxal pour quelque chose qui promettait d'être une ouverture formidable sur le monde. Finalement, le fait que le monde entier, que tous vos semblables soient à portée de clic, et qu'on se rende compte que pour des raisons justement d'architecture algorithmique, pour tout un ensemble de raisons, au contraire, vous vous êtes retrouvé enfermé en vous-même. Donc sachez qu'au sein même de Facebook, depuis quelques jours, ils se posent des vraies questions sur leur rôle politique. Et ça, je pense que c'est un moment intéressant, parce que finalement, on va sortir de cette idée, on sort de cette espèce d'irresponsabilité de l'idéologie de la disruption, c'est-à-dire que les gens, en fait, tout d'un coup, le monde de la tech, la Silicon Valley, San Francisco, s'est réveillé l'autre jour en se disant « Ah, on croyait qu'on faisait le bien, et il se trouve qu'en fait, nos applications, potentiellement, on détruit des industries, que des gens se sont retrouvés au chômage et qu'ils viennent de se rappeler à nous en votant Trump. Finalement, nos applications, peut-être que les gens utilisent beaucoup plus. C'est très bien Deliveroo, Uber et Airbnb quand on est urbain, mais finalement, si vous habitez dans la Rust Belt, dans une ville de 3e catégorie américaine, vous ne profitez pas de cette révolution technologique. Donc finalement, on a l'impression que le numérique est en train de se politiser parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas été suffisamment inclusif et qu'il a été irresponsable dans certains de ses effets. Alors là, c'est un petit peu noir comme ça, mais vous allez voir, c'est pour jeter une perche à la fin. Il y a déjà des solutions en fait qui s'esquissent. Donc, moi, je suis assez encouragé parce que je trouve qu'en ce moment, on est en train de vivre justement cette repolitisation de la question technologique. Et ça, j'en suis très très content. On voit effectivement des plateformes au contraire, aujourd'hui, des collectifs qui se créent et qui essaient d'utiliser les plateformes, l'algorithmique, pour créer du lien, pour recréer des nouvelles formes de solidarité. Alors sachez qu'en ce moment, il y a tout un mouvement, en fait, leur conférence vient de s'achever à New York hier, qui s'appelle le coopérativisme de plateforme, qui est justement constatant l'échec relatif, l'échec tout relatif de plateformes comme Uber, en tout cas leur incapacité à tenir leurs promesses sociales, propose justement de revitaliser, de recréer le modèle coopératif à l'aune du numérique. C'est-à-dire que des plateformes se mettent en place qui sont en fait détenues et gouvernées par leurs utilisateurs. Donc à New York, vous avez aujourd'hui une plateforme qui s'appelle Juno, qui est un concurrent direct d'Uber, mais qui est détenue à 50% par les chauffeurs eux-mêmes. Donc, ce qui évite du coup les espèces de phénomènes de sursubordination qu'on peut connaître dans le cas des plateformes traditionnelles. Twitter, vous connaissez Twitter, le réseau social bien connu. Twitter aujourd'hui a du mal à trouver un modèle économique, a du mal à se racheter. Vous avez des gens aussi au sein de cette mouvance du coopérativisme de plateforme qui militent pour que ce soit les utilisateurs eux-mêmes qui rachètent Twitter. La fondatrice Sarah Horowitz, la fondatrice de la Freelancers Union, donc qui est l'un des principaux syndicats aux États-Unis, puisque c'est le syndicat des travailleurs indépendants, parle de néo-mutualisme, parce qu'en fait, elle se rend compte que les travailleurs indépendants ne sont pas des travailleurs solitaires aujourd'hui, que les travailleurs indépendants qui réussissent sont ceux qui arrivent à mobiliser leur réseau, qui arrivent à travailler ensemble, à former des coalitions, éphémères, mais au sein d'espaces de coworking, au sein de collectifs. Donc elle parle carrément de néo-mutualisme dans le cas des travailleurs indépendants. Donc ce qui est intéressant, et ce sera en fait ma conclusion, j'ai l'impression que dans ce grand réveil du monde du numérique, dans ce grand réveil du monde de la technologie, dans sa sortie en fait de cet âge un petit peu enfantin où on pensait que la technologie allait tout changer elle-même et que finalement elle était neutre et que ça allait être super, que le progrès et l'innovation ne pouvaient pas être décorrélés l'un de l'autre. Et j'ai l'impression qu'en fait, les concepts de coopérativisme, de mutualisme, alors même qu'il y a très très peu de connexion en fait entre ces deux univers. Le monde du numérique ne vient pas du tout du mutualisme, et pourtant le concept de coopérativisme et le concept de mutualisme reviennent à la mode aujourd'hui, un petit peu partout dans le monde, du fait des communautés technologiques. Alors c'est un moment intéressant et je trouve que c'est un débat en fait dont je trouverais dommage que des mutualistes comme vous, qui ont justement cette expérience, qui ont cette histoire, qui ont supporté ces valeurs,
ne prennent pas part à ce débat sur le néo-mutualisme? Arthur me vole mes transitions, mais c'est pas grave. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Pour aller très vite sur ce que vient de dire Arthur, c'est que et le mutualisme et cette forme d'économie collaborative ne sont pas d'abord antagonistes, mais que les momentum des uns et des autres dans leur développement pourraient à un moment donné se rencontrer si on veut bien, nous mutualistes, prendre notre part et affronter, confronter, discuter, voire intégrer un certain nombre des apports que peuvent apporter ces start-upers digitaux pour aller très très vite, qui sont d'ailleurs pas tous dans l'économie collaborative, mais qui participent de ce mouvement. Et avant d'en dire plus, on va en écouter quelques-uns et on va commencer par Justine Soquet qui va nous expliquer, là, directement et concrètement, ce que sont les applications qu'elle a développées, à quoi elles servent et en quoi, dans notre domaine, qui est pour le coup celui plutôt de la dépendance, pourrait être utile. Justine, c'est à toi. Et je te fais signe comme ça quand j'arrête. Et vous pouvez aussi me faire signe quand vous en avez marre, il n'y a pas de souci, je le prendrai bien. Je suis Justine Soquet de la société Dinzeo. Je vais vous présenter ce qu'on fait. Chez Dinzeo, en fait, ça veut dire la dynamique des seniors et ça veut dire remède en japonais. L'idée qu'on a eue en 2013, c'est né en maison de retraite. J'avais quitté mon travail un peu précipitamment et puis je me suis proposée en tant que bénévole dans une maison de retraite. Ils m'ont dit ça tombe bien, il manque notre animatrice. Et donc du coup ils m'ont proposé de jouer avec les résidents et j'avais des jeux qui étaient des ronds à mettre dans des ronds, des carrés dans des carrés, des jeux avec des anneaux qu'il fallait lancer et en fait les résidents me disaient mais vous nous prenez pour qui? Vous nous prenez pour des enfants? Et j'étais venue avec ma tablette et là il y avait eu un aspect assez magique de toucher sur l'écran et que ça bouge et ils puissent utiliser la tablette comme tout le monde. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer Dinzeo, qui sont des applications en santé en prévention pour les seniors. En fait, on a développé une plateforme d'applications et de services. Pardon, excuse. Non, pas de souci. Qui ont plusieurs vocations. Le premier volet qu'on a développé, c'est les outils pour les professionnels de santé. Aujourd'hui, le repérage des troubles cognitifs et de la maladie d'Alzheimer, ça se fait par notamment une batterie de tests papier. Il y a 12 à 15 tests qui se font papier avec un chronomètre et une calculette. Nous, on a travaillé avec les professionnels de santé qui sont propriétaires de ces tests pour les numériser sur tablette. Aujourd'hui, quand un senior se plaint de troubles mnésiques, il va prendre rendez-vous dans une consultation mémoire, mais il va avoir des délais d'attente de 18 à 36 mois. La première personne qui va voir quand il a des pertes de la mémoire, c'est son médecin généraliste ou son infirmière qui vient lui faire des soins à domicile. L'intérêt de numériser les tests sur tablette et de les proposer à ces professionnels de santé, c'est de repérer au plus tôt et d'anticiper les troubles cognitifs. Donc ça, c'est un premier volet de tests qu'on a développé. Ensuite, on s'est dit, c'est bien de repérer au plus tôt les seniors, mais si on n'a rien à leur proposer, c'est pas terrible. Du coup, on a travaillé sur des programmes de jeux de mémoire où les seniors jouent sur tablette. Ils s'amusent, c'est ludique, c'est culturel, mais il y a une plateforme web de suivi qui permet de suivre l'évolution. L'intérêt est encore là d'utiliser la data et de repérer les fragilités. Ensuite, on a d'autres applications qui sont pour favoriser le lien social. On sait qu'aujourd'hui, dans la dépendance des seniors, il y a la problématique effectivement des troubles cognitifs, de la motricité, mais il y a aussi l'isolement. Et donc, on a travaillé sur d'autres applications pour favoriser le lien entre la famille et son senior et pour rassurer la famille. On en reviendra juste après. C'est pas grave. Hop. Oh, c'est bon, c'est bon. Donc voilà, c'est une société que j'ai créée avec ma maman, qui a 30 ans d'expérience en informatique médicale, et moi je viens du domaine du conseil. Aujourd'hui, on est présent dans un peu plus de 250 maisons de retraite, hôpitaux, accueil de jour, services de soins à domicile. On travaille en marque blanche avec 3 assureurs et mutuelles. Et alors, qu'est-ce que tu proposes? Alors, moi, je suis mutuelle. Et qu'est-ce que tu on va y venir, juste après. Voilà. On va te faire jouer. Bon, ça, c'est pas très grave. On va passer au concret. Là, c'est la partie un peu théorique où je vous explique pourquoi c'est important d'entraîner sa mémoire dans la maladie d'Alzheimer, mais je suis pas sûre que ce soit le sujet. Hop, non, c'est bon. Tac, tac.
tac. Voilà, ça c'est les tests. En fait, voilà, je vais vous montrer rapidement la panoplie de nos applications et vous pourrez venir après me voir pour que je vous présente plus en détail. Ça, c'est nos tests qu'on fait pour repérer et diagnostiquer la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, par exemple, quand vous faites une demande d'APA au Conseil général, vous avez 5 tests qui vous fait passer pour mesurer votre statut cognitif. Et on a numérisé les 5 tests en exclusivité. Et on travaille sur d'autres tests avec l'hôpital Broca à Paris pour faire de la recherche et créer des tests beaucoup plus pertinents pour repérer au plus tôt les maladies neurodégénératives. Ensuite, ça c'est un programme de jeu de mémoire qui est pour les seniors en prévention. Notre moyenne d'âge c'est à peu près de 62 ans. C'est des jeux qu'on a fait avec les seniors eux-mêmes. On leur a demandé leurs jeux préférés. Donc vous verrez, il y a des recettes de cuisine parce qu'il y a beaucoup de femmes. Il y a des jeux sur les départements, des jeux de culture G, de la musique. Donc il y a tout un tas de jeux. Il y a plus de 20 jeux qui sont disponibles dans l'application. Et ça, on l'utilise dans des ateliers mémoire, notamment avec des assureurs et des mutuelles. Cette application, elle a été labellisée Medapcare. En fait, AG2R a récemment sorti un kiosque d'applications de santé qu'il a labellisé sûr et de confiance. Et donc, notre application a été labellisée. Edit est la version qu'on utilise à la fois dans le cadre des maisons de retraite, mais aussi à domicile. Alors, c'est plutôt les aidants qui l'utilisent avec leurs parents ou leurs conjoints qui ont la maladie d'Alzheimer. On a des retours super positifs de familles qui nous disent « Maman va mieux depuis qu'elle joue, elle se met à s'exprimer ». Les maisons de retraite nous disent que ça les calme, que ça les apaise. C'est impressionnant ce que finalement un petit outil peut réussir à faire. La plateforme de suivi, en fait, c'est ludique, mais ce n'est pas que des jeux. Et c'est vraiment là l'intérêt. C'est qu'on va être capable, avec la plateforme, de suivre l'évolution des personnes. Au début de la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles cognitifs, au début, on progresse parce qu'on fait niveau facile, moyen, difficile, et progressivement, en fait, la maladie va s'installer. Et c'est très difficile à percevoir parce que la personne va se renfermer sur elle-même, elle va pas le dire. Et alors que là, la plateforme web de suivi, elle va être capable d'émettre des alertes et dire attention, telle personne, elle dit qu'elle va pas bien, elle y arrive de moins en moins bien. Ça n'a pas valeur médicale, mais ça émet des vraies alertes et on anticipe par ce biais-là. Moodme, qui est une autre application, toujours dans ce domaine-là, en fait, quand on s'est posé la question de la dépression chez les seniors, mais qui peut s'appliquer à d'autres cadres, et pas forcément que sur les seniors, en fait, quand on déclare dans l'application qu'on ne va pas bien, et les proches peuvent le suivre automatiquement sur leur iPhone ou sur leur watch. Et donc, on a décidé d'aller un peu plus loin. Donc, moi, je vois quand ma grand-mère, elle va bien, je suis rassurée, je n'ai pas besoin de l'appeler. Mais quand je vois mamie qui me dit qu'elle est contrariée, j'ai 5 minutes dans le métro et je me dis, je vais lui passer un coup de fil. Et on s'est dit qu'on allait aller plus loin et qu'on allait utiliser la donnée pour aider mamie à aller mieux et construire ce qu'on appelle un plan of happiness. On sait que mamie, ça lui fait du bien d'appeler sa petite fille à tel moment, ça lui fait du bien d'aller jouer au bridge. Et du coup, l'application va lui suggérer ses activités et va être capable de le programmer dans son agenda et voir en fonction de ce qui lui a fait le plus plaisir, améliorer les suggestions. Enfin, je crois qu'il y a le dernier projet que je voulais vous présenter, c'est la formation Aidant Aidé, qu'on a fait notamment aussi avec AG2R. En fait, on travaille beaucoup avec les aidants dans la maladie d'Alzheimer. Et on s'est dit, il y a beaucoup de formations qui sont intéressantes pour les aidants, mais ils ne peuvent pas les faire parce qu'il faut entre guillemets, qu'ils abandonnent leur aidé. Et donc, on s'est associé avec Ciel Bleu, que vous devez connaître, en fait, qui est l'association qui fait des activités physiques adaptées pour les personnes en situation de handicap. Et on dit aux aidants, venez avec votre aidé. Et en fait, on fait conjointement une activité physique et cognitive séparée avec Ciel Bleu. Et à la fin de l'atelier, les aidants et les aidés se retrouvent et apprennent à faire une activité ensemble. Et les retours qu'on a eus des aidants sont hyper positifs parce qu'ils nous disent ça fait longtemps que j'avais pas aussi bien déconnecté. Et de faire une activité ensemble sans se prendre la tête sur les soucis du quotidien, ça fait du bien. Ah non, il y avait un dernier projet, je suis désolée, après je m'arrête. Un nouveau projet en fait qu'on a sorti qui s'appelle Coco à l'hôpital, qui a eu les trophées de l'hôpital de demain.
En fait, on s'est dit que c'était triste pour les enfants d'être hospitalisés. Et donc, du coup, on a créé des applications pour eux. Alors, il y a le programme de jeu, évidemment, pour qu'ils puissent jouer entre eux, mais il y a aussi une messagerie simplifiée pour qu'ils puissent envoyer plus facilement des nouvelles à leurs parents. Et les parents sont aussi contents de recevoir des nouvelles, hein, ça marche dans les deux sens. Et pareil, il y a le suivi du bien-être. En fait, les parents qui n'ont pas de nouvelles parce qu'ils ont, à certains âges, ils n'ont pas encore de smartphone, ça arrive progressivement, mais ils n'en ont pas encore, ils voient que leur enfant va bien, même s'ils l'ont abandonné 2-3 semaines à l'hôpital, et donc ça leur fait du bien. Et voilà pour nos applications. Vous pouvez venir me voir juste après, je vous ferai des démos. Merci Justine. Tu as tenu parfaitement le timing. Non, ensuite, c'est à Jérôme. Tiens, si tu veux avancer, tu veux bien, voilà. Bonjour à tous, vous m'entendez? C'est ouais. Bon. Ok. Merci beaucoup de me recevoir, en tout cas. J'ai une question pour démarrer. Qui parmi vous a une application santé sur son smartphone, s'il vous plaît? Ça fait quoi? Ça fait beaucoup moins de la moitié. Ça fait la moitié à peu près. Ok. Aujourd'hui, est-ce que dans le monde, il y a... Ah, c'est bon. Il y a 259 000 applications santé dans le monde. Le chiffre date d'octobre 2016. Le chiffre comme ça peut paraître pas très impressionnant. C'est juste 100 000 applications de plus versus octobre 2015. Rien que pour vous prouver que le marché est plus que dynamique. Donc ça, c'est dans le monde. Et en France, la HAS qui a sorti un rapport la semaine dernière sur les recommandations pour développer de bonnes applications santé a estimé à 50 000 applications. 50 000 applications en France, 260 000 applications dans le monde, c'est une véritable jungle. Et se pose la question de comment orienter les patients, le grand public et les professionnels de santé vers les meilleures applications santé. Quand vous vous rendez dans un hypermarché ou un supermarché, le nombre moyen de références en linéaire, c'est 80 000 références. Moi, je suis le premier à être perdu dans les rayons quand je dois faire mes courses, trouver le produit qui me correspond, comparer avec les autres produits. Donc déjà, dans une surface de vente physique, c'est compliqué. Imaginez-vous devant votre App Store à vouloir chercher la meilleure application sur le diabète. Il y en a 50 000 en France. Vous allez passer un petit peu de temps et j'espère que vous n'avez pas grand-chose prévu ce soir et la nuit qui va suivre. Le besoin, il est là, enfin, tout le monde en parle, hein, ça fait 2 ans, la santé connectée, tout le monde en parle. Dans les médias, il n'y a pas un article chaque jour où on ne parle pas d'une start-up, où on ne parle pas d'une initiative, d'un professionnel de santé, d'un établissement de soins, etc. En tout cas, les utilisateurs, les Français, ils sont prêts, puisqu'ils sont plus de 60% à vouloir utiliser une application santé dans leur quotidien pour mieux suivre leur santé et la préserver. D'accord? Donc on va parler des applications sur la prévention primaire, secondaire, tertiaire, etc. Parallèlement à ça, il y a 70% des Français qui ne savent pas ce que c'est que la santé connectée. D'accord? Et ensuite, sur les 30%, il y en a 15% qui savent plus ou moins ce qu'est la santé connectée. Donc il y a un vrai travail à faire aujourd'hui pour éduquer les utilisateurs sur ce qu'est la santé connectée, ce qu'est une application santé, ce qu'elle va pouvoir leur faire bénéficier au quotidien, etc. De l'autre côté, on a les professionnels de santé aussi qui sont prêts, puisqu'il y a environ un professionnel de santé sur 2 qui aimerait pouvoir recommander des applications à ses patients. Et aujourd'hui, ils sont plus que démunis. Le nombre de patients qui arrivent chez son médecin généraliste en ayant imprimé ça de papier parce qu'il a vu sur Doctissimo, sur Eureka Santé, Figaro Santé, etc., etc., etc. Alors docteur, qu'est-ce que je fais maintenant? Et aujourd'hui, ils sont complètement démunis parce qu'ils ne savent pas comment orienter leurs patients vers les bons outils numériques en santé. Juste la place de la France en Europe sur ce nouveau marché qu'est la santé connectée, on est 4e. Le premier, c'est l'Angleterre, le deuxième, c'est l'Allemagne, le troisième, c'est l'Espagne. Ce qui est étonnant puisqu'on est un des pays les plus performants en Europe pour produire de la technologie. On est super bon en France pour produire des super technologies en santé, mais on est les derniers de la classe pour pouvoir démocratiser l'usage au niveau de nos citoyens et au niveau de nos patients et au niveau de nos professionnels de santé, tout simplement parce que c'est une jungle.
Donc qu'est-ce qu'on fait chez ML's Quality? Nous, on se positionne comme étant un tiers de confiance pour distribuer les outils pertinents en santé connectée auprès du grand public, des patients et des professionnels de santé. Comment est-ce qu'on fait ça? On a créé un label qualité donc, qui s'appelle ML's Quality, ML's pour Mobile Health Quality, qui aujourd'hui est lancé sur les applications santé pour le grand public et les applications métiers pour les professionnels de santé. Et on déploie aussi notre label sur les objets connectés à partir de la rentrée de janvier. D'accord ? On a 3 années de R&D sur ML's Quality. Qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a développé une plateforme où on a compilé tout ce qui est code du commerce, code de la santé publique, tout ce qui est réglementation HAS, la CNIL, etc. On a tout compilé pour en faire un énorme arbre décisionnel. Si je devais l'imprimer, il ferait 2 fois cette pièce, par exemple. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si j'édite une application santé, comme d'INSEO par exemple, et que je veux permettre aux utilisateurs de pouvoir me trouver facilement et de mettre en lumière la qualité de mon application, et ben je vais me rendre sur cette plateforme et tout le questionnaire va être personnalisé en fonction du sujet traité par l'application. Et qu'est-ce qu'on va regarder dans le processus de labellisation? On va regarder si l'application est pertinente médicalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je délivre de l'information santé dans mon application, bah, ce que je délivre comme information, bah, c'est sourcé scientifiquement. Je ne dis pas n'importe quoi. Si mon application aide un patient diabétique à calculer sa dose d'insuline, eh ben, nous, on va aller vérifier que la méthode de calcul derrière, eh ben, elle a bien été scientifiquement prouvée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la conformité juridique et réglementaire. Par exemple, si je collecte de la donnée de santé, est-ce que l'éditeur a bien un hébergement agréé données de santé dans ce pays? Et on sait aujourd'hui que la sécurité des données est un des freins à l'usage par le grand public de tout ce qui est application et objets connectés. Tout ce qui est considération éthique, est-ce que l'éditeur intègre bien l'utilisateur dans sa démarche qualité? Ça veut dire quoi? Si moi, utilisateur, j'ai envie de quitter une application parce qu'elle ne me satisfait plus, est-ce que j'ai la possibilité de récupérer toutes les données que j'ai envoyées sur le système, par exemple? Le 4e point, c'est la sécurité informatique, où là, tout simplement, on va auditer l'application pour voir si elle ne fait pas de collecte abusive de données, par exemple, si elle ne dépose pas de virus malveillants sur le smartphone de l'utilisateur. Et le dernier point, qui est pour nous primordial dans tout le processus de labellisation, c'est ce qu'on appelle la valeur d'usage. La valeur d'usage, c'est la perception des utilisateurs. C'est-à-dire que l'application va la mettre dans les mains d'une communauté qui grossit chaque jour, qui est composée de grand public, de patients, de professionnels de santé. Et ils vont tester l'application. Ils vont la noter, ils vont l'évaluer sur sa pertinence, sur son ergonomie, sur son design. Est-ce que cette application apporte quelque chose de nouveau par rapport à l'existant, etc. Et donc tout ça, une application, aujourd'hui, quand elle passe par ML's Quality, soit elle est labellisée et donc elle est mise en avant, etc. Et donc là, c'est un cercle vertueux, puisque également les applications qui ne seraient pas labellisées ML's Quality reçoivent un énorme rapport. On va leur expliquer là où ils sont très bons, là où ils sont moins bons, et là où ils sont franchement à côté de leur pompe et qu'il va falloir qu'ils corrigent. D'accord ? Voilà. On a un label collaboratif, c'est ce que j'expliquais. On a une communauté de plus de 2000 évaluateurs aujourd'hui en France, composée de grand public et de professionnels de santé, donc des pharmaciens, des médecins, des infirmiers, des kinés, etc., des aides-soignants par exemple. De l'autre côté, nous, notre technologie, on est sur le partage de connaissances et donc on ouvre, nous, nos grilles en open source. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire par exemple, et c'est là où nous on se déploie à l'international, aujourd'hui on est en discussion avec le NHS en Angleterre, on est en discussion avec TIC Salut en Catalogne, avec le ministère norvégien en Norvège, et on ouvre un programme de R&D à Stanford aux États-Unis. C'est-à-dire que nous, nos grilles, elles sont transparentes. Aujourd'hui, vous allez pouvoir vous rendre sur mlsquality.org à partir de décembre et vous allez pouvoir voir tous nos critères d'évaluation. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Le sujet, c'est qu'on est une start-up et on n'a pas 1000, 2000 salariés, etc. Et aujourd'hui, chaque pays a ses spécificités en termes de réglementation.
Aujourd'hui, si je suis un expert norvégien de la donnée de santé, par exemple, eh bien, je vais pouvoir contribuer à ML's Quality. C'est exactement le principe de Wikipédia. Je vais pouvoir m'inscrire sur mlsquality.org et adapter la grille d'évaluation par rapport à la législation et à la réglementation norvégienne. Et depuis 2012, on a en tout évalué plus de 1100 applications. On a changé notre méthodologie cet été puisqu'on est automatisé, etc. Et on sera une cinquantaine d'applications labellisées ML Quality à fin décembre. Et aujourd'hui, on est la solution qui a été retenue par l'ARS Nouvelle-Aquitaine, par exemple, qui nous a choisi pour faire le sourcing d'applications santé et faire le contrôle qualité pour des applications qui seront recommandées par l'ARS au niveau de la population de la région. On a une collaboration scientifique avec l'ARS Centre pour l'adaptation de nos grilles d'évaluation sur les objets connectés en santé, donc les tensiomètres, les glucomètres, les oxymètres, les balances et les ECG. Et bien sûr, maintenant que l'ARS Nouvelle-Aquitaine et l'ARS Centre a initié ce mouvement, puisque ça a été les premiers, il y a les autres ARS qui tapent à la porte et nous en sommes très ravis. Nous, on pense chez ML's Quality que justement, pour démocratiser l'usage de ces nouveaux outils numériques, les mutuelles ont un très grand rôle à jouer. On pense que c'est vous faites partie des vecteurs qui vont pouvoir orienter les assurés, les adhérents, alors je crois que ça change parfois le nom, vers les meilleurs outils. Vous êtes légitime à le faire, puisque votre métier, c'est quand même d'orienter aussi vos assurés et vos adhérents dans le parcours de soins, etc. Aujourd'hui, vous pouvez intégrer les applications santé, les objets connectés dans votre démarche. Et c'est pour ça que chez ML's Quality, nous, on pense que toutes les mutuelles devraient pouvoir proposer ce type de service à leurs assurés, raison pour laquelle on fait un tarif qui, finalement, n'est pas un sujet, puisque pour moins de 2 000 € par mois, vous êtes capable aujourd'hui, avec ML's Quality, d'apporter une vraie solution à un vrai besoin aujourd'hui de vos assurés et de pouvoir recommander et les orienter vers des outils de qualité, mis en lumière et également avec des méthodologies validées par les autorités de santé françaises. Et aujourd'hui, vous apportez un vrai service innovant pour rien du tout. Voilà, et je serai ravi d'en parler avec vous plus en détail tout à l'heure. Merci Jérôme. Julien. On va changer d'univers, mais le temps que... Il marche le métro ? Allô ? Oui. Ça marche. Donc Julien Renaud, cofondateur de Wizas.com. Donc avant toute chose, je tiens largement à remercier Mutré de nous accueillir. En tant que professionnel de l'assurance, je suis ravi parce que c'est très difficile aujourd'hui en tant que start-up d'être écouté. Donc de voir que les mutuelles se mobilisent et invitent des start-up à la 17e rencontre, ça montre qu'il y a une vraie progression et une envie d'avancer dans le digital. Si je pouvais commencer par une petite phrase qui sera historique, mais également qui va marquer l'avenir. Si le petit prince de Saint-Exupéry avait été là, il aurait dit à Wizas.com « Dessine-moi mon contrat d'assurance ». En fait, on est 3 associés, on se plaît à dire qu'on a 75 ans d'expérience à nous 3. Donc il y a un courtier, moi-même, il y a un assureur et une autre courtière. Et en fait, un jour, on était, alors ça va vous faire rire, en gros appel d'offres tous les 3, en train de manger un sandwich sous la pluie dans la voiture. Et plutôt que de se morfondre sur l'appel d'offres qu'on avait perdu, on a commencé à parler de l'assurance. Et en parlant de l'assurance, nos expériences communes nous ont amené à plusieurs constats qui vont être les piliers de Wizas.com. La première, c'est que la mutation digitale, elle est encore loin d'être faite en assurance. On en est vraiment aux prémices. Arthur a très très bien décrit la situation. Donc en fait, contrairement à l'hôtellerie, la restauration ou tous les autres secteurs d'activité qui ont fait la mutation, l'assurance aujourd'hui, on en est resté à des principes de distribution, je dirais, classiques. Et cette mutation, elle doit se faire. Elle se fera ne serait-ce que par les nouvelles mutations comportementales et sociétales. Donc Wizas s'inscrit en plein dans cette nouvelle distribution collaborative via une plateforme. Le second, c'est que le client est souvent seul au moment de contracter le contrat.
Comme dit Arthur, on a une puissance du collaboratif aujourd'hui. C'est illusoire de penser que l'assuré va rester encore de nombreuses années seul face à l'agent, au courtier, en assurance directe. C'est un modèle qui a vécu, mais qui ne vivra plus beaucoup, à notre avis, d'où Wizas.com. Le troisième point, c'est le besoin pour le consommateur de se regrouper afin de sentir la force du groupe. C'est la puissance de vos mutuelles, c'est vos actes fondateurs, c'est important. Actes fondateurs qui, jumelés à la mutation digitale, va mener à l'assurance de demain. Aujourd'hui, comme a dit Arthur, c'est très important. Les gens ont besoin de se rassurer d'être bien assurés, ont besoin de références, ont besoin de sentir le groupe, de se sentir porté, de pouvoir échanger. Aujourd'hui, un constat simple, je vais faire un peu comme Jérôme, dans la salle, je vais demander à l'auditoire si vous avez déjà entendu parler ou lu ou vu un comparatif des assureurs, comme lafourchette.com, ou alors sur les notations de services. Est-ce que vous avez déjà vu ce type de programme? Non, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, l'assuré, contrairement aux autres, est seul. Il n'a pas de repère, il ne sait pas comment consommer. Donc en fait, on est à un cycle inversé, c'est-à-dire que l'assuré va pouvoir consommer les contrats qu'on va lui montrer. Wizas.com, c'est une autre approche. Wizas.com, c'est remettre le client au centre du processus de distribution. Ce n'est pas l'assureur de lui donner le besoin, c'est l'assuré qui doit, au travers de ses biens, de ses services, de sa famille, faire valoir ce dont il a besoin. Donc Wizas.com, vous l'aurez bien compris, c'est pas révolutionner l'assurance. Je vous mentirais en disant qu'on va créer des produits nouveaux ou exceptionnels. C'est vraiment cette vision de la distribution et la place que l'assuré a dans cette vision. Pour rejoindre Arthur, aujourd'hui, le premier assureur mondial potentiel, c'est Google, avec la data, avec toute cette base de données. Donc il faut vraiment qu'on se mobilise, qu'on se bouge, parce que sinon on va être bouffé par ces grandes majors qui ont toute la data potentielle. Donc voilà, il faut vraiment que cette mutation digitale se fait. Donc Wizas.com, c'est quoi? C'est rendre la parole aux internautes, particuliers, commerçants, professionnels, professions libérales, et surtout les écouter. Deuxième point, c'est regrouper les consommateurs au sein de communautés rassemblées autour d'un même besoin en assurance. Alors attendez, j'ai pas du tout fait les slides. Vous aurez remarqué que je suis un passionné. Donc là, vas-y. En fait, c'est des captures écran du speech qui sortira sur le site prochainement. Donc rassemblés au sein d'un même besoin en assurance. Donc les membres de Wizas.com, qu'est-ce qu'ils peuvent faire au travers de cette plateforme collaborative? C'est exprimer leurs besoins en assurance simplement, dans leurs termes, sans limiter leur imagination. Échanger librement avec les autres membres de leur communauté, comme tout réseau social. Et troisième, c'est aussi échanger avec des référents techniques Wizas, spécialistes de l'assurance, à l'écoute des membres. Donc concrètement, vous êtes collectionneur de guitares anciennes de jazz manouche. Vous allez été voir X agents, X personnes. Alors je viendrai aux mutuelles après, hein. Là je fais le concept, mais vous allez voir le parallèle que je peux faire avec toutes vos mutuelles. Donc vous n'avez rien trouvé, c'est très compliqué, on va vous donner de la guitare électrique, on va vous donner du violon. Donc vous entendez parler de Wizas.com. Vous allez aller sur Wizas.com, donc comme le montre l'image, vous allez mettre votre besoin d'assurance, pas dans le jargon assurance, parce que c'est très compliqué, ça peut être castrateur, c'est un langage qui est compliqué en soi. Donc vous mettez votre besoin. Là-dessus, y a un robot qui va capter les mots-clés. Là-dessus, un référent technique Wizas va prendre contact avec vous, soit pour vous diriger vers une communauté déjà existante, donc auquel cas vous allez vous accaparer la communauté au cours, pouvoir l'enrichir par vos idées ou tout simplement la suivre pour souscrire au produit qui sera mis en place, soit pour créer une communauté autour de votre besoin. Donc dans le second cas, vous devenez initiateur. C'est important parce qu'on s'est rendu compte au sein de la société qu'il y a des initiateurs, comme dans 60 millions de consommateurs, on a des gens qui sont plus militants que d'autres et qui ont envie de porter un projet. Donc l'initiateur et le référent technique vont valider l'expression de besoin. Donc là, c'est assurer des guitares anciennes, jazz manouche. Et donc, une fois que le besoin est validé, là, on va mettre le paquet pour viraliser avec toute la force du digital. Donc que ce soit Facebook, Twitter, Google+, ou tout autre support. Alors ça va être les conservatoires, tous les sites, tous les blogs, pour atteindre une taille critique. Alors pour l'instant, on l'a fixé à 100 parce que notre concurrent anglais, Boss by Many, est sur cette taille. Une fois la taille atteinte, l'expression de besoin est adressée aux assureurs sous forme de cahier des charges pour obtenir des offres.
Donc c'est là où la première approche peut être faite avec vous, donc en tant que fournisseur classique. Donc une fois que les offres sont rendues, il y en a pléthore, l'initiateur et le référent technique WISAS qui l'accompagne vont retenir les 3 offres les plus proches des besoins, qui vont être distribuées aux différents membres, qui vont pouvoir choisir librement celles qui les intéressent le plus. Donc on va avoir une qualité de service qui va se rapprocher, une offre qui va se rapprocher mais qui sera plus chère. On lui laisse quand même la possibilité de prendre une potentielle moins chère avec moins d'éléments. Donc ensuite, chaque membre choisit la proposition qu'il veut avec paiement en ligne. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Excusez-moi. Donc, avec ça, WISAS souhaite aussi s'inscrire dans le temps. WISAS va être proactif, va suivre les personnes au gré de leur vie. On sait que pour les mutuelles, c'est important. Une naissance, un changement de voiture. On va responsabiliser le client parce qu'aujourd'hui, on l'a asservi. Donc, c'est lui qui va nous donner les clés pour l'assurer. Et à nous de lui pousser les offres, de lui pousser les jurisprudences, de lui pousser les éléments sociétals éventuels qui sont mis en place. Donc, l'opportunité pour les mutuelles comme vous. Donc c'est un nouveau mode de distribution des produits qui n'est pas loin de votre ADN, hein, puisque quand on parle communauté, vous, c'est encore une fois l'essence même de vos valeurs. Valoriser votre marque et vos services au travers de services spécifiques, de produits innovants. Vous allez pouvoir vous servir de WISAS.com comme d'un laboratoire potentiel pour tous vos nouveaux produits. Donc éviter des dépenses énormes avec un laps de temps important. Nous, on va lancer vos produits au travers de communautés pour les tester et avoir des retours. Ça va vous permettre aussi d'offrir à vos sociétaires d'autres produits que vous ne pouvez pas aujourd'hui distribuer. Donc là, il y a 2 choses. Soit en marque blanche, on va vous accompagner, soit on a imaginé à la demande d'autres mutuelles de privatiser WISAS pour vous. Donc on mettra WIS avec le nom de votre mutuelle et au sein de votre communauté, de vos sociétaires, on va pousser les produits suite aux remontées que vous aurez. L'auto, la MRH, la GAV, tous les éléments que vous ne pouvez pas forcément distribuer, nous, on sera à côté de vous, adossés, toujours avec cette approche communauté qui fait que ça ne fait pas tache d'huile par rapport à la force de votre mutuelle. Donc, il y aura d'autres choses. Hein. On va fidéliser les membres avec des gamifications, des offres de produits élargies. Donc, en fait, pour conclure, il me reste combien de temps? 1 minute. Donc, finalement, pour conclure, WISAS.com n'est pas éloigné de la logique mutualiste à travers sa démarche de communauté. Au contraire, il faut voir WISAS comme un aspect complémentaire, que ce soit en termes de distribution des produits ou en termes d'accompagnement dans l'offre de produits que vous pouvez faire à vos sociétaires. Donc on aura à cœur de vous accompagner sur tous ces pendants. Et puis enfin, un autre axe important qui est transversal, c'est que WISAS travaille, comme l'a dit Arthur, par rapport à tout ce qui est grande mutation de demain dans les habitudes de consommation, l'économie collaborative avec les partages de biens, l'utilisation ponctuelle des biens, le peer-to-peer, l'assurance à l'usage, tous ces éléments sont déjà ancrés dans l'anglo-saxon, dans l'américain. Il faut voir que c'est une vague qui va arriver sur la France, notamment le peer-to-peer, l'assurance à l'usage. On sait que tôt ou tard, avec Airbnb, Blablacar, c'est inéluctable. Donc voilà. Merci Jérôme. Alors vous comprenez bien qu'on a 3 exemples très très différents de ce qu'on peut faire dans ce nouveau monde. On aurait pu en mettre 2000, 3000, 30 000, 300 000. Nous, ce qu'on dit chez Indéfi, c'est qu'aujourd'hui, avec le digital, tout ce que vous voulez faire hier et que vous n'avez pas pu faire aujourd'hui est possible. La vraie question qui est posée pour les mutuelles, c'est de le vouloir vraiment. Si ce que vous voulez faire en digital consiste juste à mettre un lien sur un site entre votre site à vous et le site de WISAS ou de MyHealth Quality, MyHealth Quality, je dis My, j'y arrive pas, MyHealth Quality, ça donnera rien. Par contre, si vous voulez vraiment impliquer vos salariés, vos adhérents, vos bénévoles ou militants qui cherchent souvent, vraiment, c'est-à-dire faire un vrai travail sur vous-même pour dire sur tel sujet, je sais qu'il y a des solutions technologiques, il faut que je les prenne, que je les intègre, que je les mette dans mon ADN. Alors à ce moment-là,
vous arriverez à faire quelque chose qui aura du sens, qui ne sera pas simplement des liens sur des sites, et qui vous permettra d'atteindre certains des objectifs que vous souhaitiez en matière de prévention, en matière de différenciation, en matière de vie démocratique aussi. Hein. Là, on n'en a pas parlé, mais on aurait pu faire ça. On aurait pu mettre des startups de la civic tech en matière d'action sociale pour la faire vivre, pour la faire valoir. Tout ça est aujourd'hui possible à des coûts qui ne sont pas énormes. Hein. Jérôme l'a dit, hein, pour 2 000 € par mois. Vous donnez un service à vos adhérents qui leur permet de valider, qui vous permet de les orienter sur les bonnes applis en matière de santé. Mais il faut, si vous voulez faire vivre ça, il faut faire un petit travail stratégique sur vous-même. Alors, comme Jérôme a fait un tarif préférentiel, Arthur et moi, on est prêts à venir, au premier qu'il demandera, animer 3 ateliers stratégiques autour de cette question. C'est qu'est-ce que je veux faire? On recherche ce qu'il est possible sur le marché et ensuite on le décline en disant quelles sont les conditions qui font pour que ça marche et que ça change votre mutuelle, et on est prêt à le faire à un tarif tout à fait préférentiel, mais pour un seul seulement. Les autres auront le tarif fort.